Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition très spéciale de La Veillée. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout l'événement, La Veillée, c'est un spectacle que j'ai cofondé en 2015 avec mon camarade Damien Marie, qui est au fond de la salle. Donc je m'appelle Patrick Beau et en 2015, j'étais en voyage à Londres et je fouillais dans les bacs d'une vieille librairie londonienne et je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait The Moss. Et The Moss, un événement qui existe aux États-Unis depuis 1997. Et le principe est très simple, c'est faire venir sur scène des gens qui ont vécu des choses un peu hors du commun, des histoires extraordinaires, des anecdotes personnelles un peu étonnantes. Et ce livre était un recueil des meilleures histoires racontées dans le cadre de cet événement. Et j'ai dévoré ce livre en 2 jours, ça a été une révélation. Et dans l'avion de retour, je disais à ma compagne, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas quelque chose de semblable en France. Et donc elle m'a dit, faudrait le faire. Et je me suis dit, c'est vrai, faudrait le faire en fait. Et donc du coup, de retour en France, j'ai contacté mon camarade Damien, qui est un homme de spectacle, entre autres, et je lui ai proposé d'adapter ce spectacle en France. Et au bout de quelques mois, donc, on avait un théâtre, le théâtre Tristan Bernard à Paris, et en novembre 2015, donc la première édition de La Veillée commençait. Et au début, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, parce que le principe, c'est qu'il y a des gens d'horizons très différents qui viennent, des anonymes, parfois des têtes plus connues. Et donc, aujourd'hui, après 6 ans de spectacle, il y a à peu près 2 éditions par an, après 6 ans de spectacle, on a sorti nous-mêmes notre propre livre de la Veillée, donc, qui compile les 25 histoires qui nous ont le plus marqué. Donc voilà, le livre est en vente libre, vous pouvez l'acquérir au festival, et tous les bénéfices sont reversés au Secours Populaire, parce que les gens qui viennent raconter les histoires le font gratuitement. Donc on ne prend pas de droit sur ces histoires, c'est reversé au Secours Populaire. Et donc la directrice du festival de Montsartou m'a contacté il y a quelques mois de ça pour me proposer de faire une édition spéciale de La Veillée à l'occasion de la sortie du livre, mais avec une petite variation, c'est que les invités sont tous des auteurs et des autrices du festival. Et donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette édition de La Veillée spéciale, qui va commencer avec une histoire de Bernard Werber, qui est déjà venu plusieurs fois à La Veillée classique et qui adore raconter des histoires, qui en a des tas. Donc merci d'applaudir très fort Bernard Werber. Merci Patrick. Je fais quoi avec le fil là? Je peux le sortir? Oui, il faut rester. Ouais. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire auquel moi-même je ne suis pas sûr de croire. C'est une histoire qui bascule dans le surnaturel et l'irrationnel, mais elle est dans mes souvenirs, donc je vais vous la raconter comme elle est dans mon disque dur interne. Alors, comme ça arrive souvent dans ma vie, le jour de mon anniversaire, il se passe des trucs. Bon, déjà, là, mon anniversaire récent est passé et il y a mon livre qui est sorti, mais là, c'est un anniversaire qui a dû se passer en 1994. Et il y a mon amie Marie-Pierre Planchon, vous savez, celle qui fait la météo marine sur France Inter. Ça vous dit quelque chose, là? Vent d'ouest sur le bassin Arcachon, tout ça. Elle me dit, j'ai pour toi un cadeau un peu spécial. C'est la rencontre avec une amie médium. Et je pense que ça devrait t'intéresser. Alors, moi, je lui dis, écoute, je suis journaliste scientifique. Moi, les médiums, pas trop. Enfin, je les écoute comme des histoires, mais je ne suis pas dans la croyance de ce que racontent les médiums. Il me dit, écoute, elle est un peu spéciale, ça mérite vraiment que tu viennes. Alors d'abord, je vais dans une première soirée où je rencontre cette médium, et elle est entourée de dames, et elle commence à parler des extraterrestres, de l'Atlantide et de tout ça, et je trouve ça tellement peu crédible que je m'endors. Donc il faut imaginer 20 personnes en train d'écouter une dame qui parle, qui dit « je suis en contact avec des anges » et tout, et je m'endors. Et à la fin, elle me dit « alors qu'est-ce que tu as pensé ?» Je lui dis « écoute, je ne suis pas du tout convaincu. » Elle me dit « c'est dommage parce que demain matin, je t'ai convoqué à une séance avec elle, chez moi, et c'est mon cadeau d'anniversaire, c'est tu vas pouvoir parler avec cette médium en direct. » J'ai dit « tu peux annuler encore ?»
Et elle me dit non, non, j'y tiens. Je fais que j'y vais pour te faire plaisir. Et je suis arrivé et j'étais dans le style bon, on va passer cette formalité le plus rapidement possible et tout le monde va se sentir bien. Et je m'assois et je vois une dame charmante au demeurant, enfin toujours la même, mais un peu grassouillette. Et elle me dit il paraît que vous êtes écrivain, mais je ne lis pas de livres, je ne lis que des bandes dessinées. Je ne suis jamais arrivé à terminer un livre jusqu'au bout. Bon, je me dis, ok, pourquoi pas. Et là, elle commence à dessiner et elle me dit, vous êtes avec votre ange gardien, qui s'appelle Barnabé, d'ailleurs, s'il m'entend, je le salue, et vous pouvez lui poser des questions. Et la première question que je lui pose, c'est, parce que c'était une période un peu difficile dans ma vie, je lui dis, qu'est-ce qu'il attend pour se mettre au travail? Et là, elle me dit, mais il n'arrête pas. Et d'un coup, je prends conscience qu'il y a plein de gros pépins qui auraient pu m'arriver, qui m'ont été évités de justesse. Et là, je dis, je crois que je suis un peu ingrat avec mon ange gardien, donc s'il m'entend, je m'excuse et je le remercie. Et je vous conseille de faire pareil. Déjà, prenez conscience que vous avez un ange gardien et au cas où il soit là, de le remercier. On ne sait jamais, ça peut servir. Et là-dessus, elle me dit, vous avez eu des vies antérieures, est-ce que vous voulez que je vous en parle? Alors je lui dis, je ne crois pas aux vies antérieures pour une raison simple, c'est que chaque fois qu'on parle des vies antérieures, comme par hasard, on est Napoléon, Cléopâtre ou Jésus-Christ. Or, les probabilités sur le nombre d'habitants qu'il y a eu sur cette terre sont assez faibles. Et je crois que la plupart des gens, s'ils ont eu des vies antérieures, ils étaient des paysans qui poussaient la charrue, des soldats qui se faisaient tuer dans les champs de bataille ou des mendiants. Et en fait, c'est des vies pas du tout rigolotes, c'est les vies normales de nos ancêtres. Et elle me dit, en effet, vous avez eu 111 vies, vous en avez eu 100 complètement inintéressantes, mais il y en a 11 qui sont intéressantes et je vais vous les raconter. Et la première qu'elle me raconte, c'est ma vie de samouraï. Et elle me dit, voilà, vous avez été samouraï, vous avez... J'entends un bruit. Elle dit, vous avez été samouraï, vous obéissez à un daimyo, et puis quand vous êtes mort, quand vous êtes mort, vous êtes aperçu que toute votre vie, vous avez fait qu'à obéir à un type, et du coup, vous êtes dit, dans aucune autre vie, vous aurez envie d'obéir à toute forme de hiérarchie. Alors là, j'ai éclaté de rire, parce que je venais d'avoir des problèmes en tant que journaliste scientifique avec toute la hiérarchie de l'Obs, et je me suis aperçu que dans mon passé, j'ai jamais supporté qu'un chef me dise ce que j'avais à faire. Mais il y avait un autre élément aussi qui m'a troublé, c'est que déjà, à l'époque, j'étais nul en gym, pas souple, puis j'arrivais même pas à monter à la corde. Et par le plus pur des hasards, j'ai pratiqué un art qui s'appelle la canne de combat, et qui est exactement comme le kendo, mais c'est un art martial français. Et je me rappelle que quand je mettais ma tenue, qui ressemble vraiment à une tenue de samouraï, tout d'un coup, je devenais très fort. Et quand je dis très fort, j'ai fait de la compétition, je suis arrivé en quart de finale, ce qui veut dire que j'étais nul dans tous les sports, mais dès qu'il y avait cette tenue, j'arrivais en fait à être très performant. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et là, quand elle me dit « vous avez été samouraï », donc je me suis dit « ça pourrait être un début d'explication ». Et elle m'a raconté une vie où j'ai été femme de harem. Il y a d'autres femmes de harem dans la salle, peut-être, je vous entends. Alors, femme de harem, c'est nul. Je vous le déconseille si vous avez le choix. D'abord, de ce qu'elle m'a raconté, après de ce que j'ai revécu par moi-même, parce que j'ai complété ça, mais on verra ça plus tard. J'étais gamine vers 13 ans et mon père m'a vendu à un mec riche. Et on était 40 dans le harem. Et en gros, on s'ennuie beaucoup. Parce qu'une fois que vous êtes vendu au bonhomme, donc vous restez dans une sorte de cage dorée, il y avait un petit bassin au milieu. Alors là, je mélange ce que j'ai fait en régression et ce qu'elle m'a raconté, mais au final, vous avez l'histoire. Et on était 40 filles, et le type arrivait, il faisait pas l'amour avec nous, mais par contre, il nous montrait à ses copains comme s'il montrait une écurie de chevaux. Et je me souviens que finalement, j'avais sympathisé avec... Enfin, je me souviens, mélange, je m'avance un peu trop vite. De ce qu'elle m'a dit, j'avais sympathisé avec un eunuque, et avec l'eunuque, le soir, on montait sur la terrasse, et là, on notait l'emplacement des étoiles. Alors, je vous dis ça, je me spoil moi-même, mais après, j'ai fait une régression pour revivre cette vie, et j'avais des détails plus intéressants. Je suis arrivé à situer ça à 300 avant Jésus-Christ, et donc j'appartenais à un riche bonhomme. Et c'était une vie où je me suis énormément ennuyé, et 40 filles en bas autour d'un bassin, on ne s'amuse pas.
Et donc une vie de femme de harem, une vie de archer anglais, je vous l'ai fait vite fait parce qu'on va arriver. Et elle me raconte ses vies. Et je lui dis, écoutez, en tant que romancier, je sais ce que c'est difficile de faire un début, un milieu, une fin pour un personnage. Alors là, vous m'avez raconté 11 récits qui étaient comme 11 nouvelles différentes et bien bouclées. Donc déjà, soit il y a une performance de création d'histoire, soit vous racontez à tout le monde les mêmes histoires, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que ça rentre en résonance avec plein de mes comportements. Et là, j'étais troublé. Et je me suis dit, il faut que je creuse un peu le sujet. En tout cas, je l'ai remercié. Et je lui ai dit, c'est comme le pari de Pascal. Je ne pourrais jamais être sûr que les réincarnations existent. Mais en tout cas, ça m'ouvre des perspectives et pour les romans et pour ma vie. C'est-à-dire que je me dis tout d'un coup, peut-être que mon comportement est dû à des vies antérieures qui m'influent encore aujourd'hui. Et là, j'ai eu, quelques temps plus tard, une autre amie qui était une actrice belge d'ailleurs, qui m'a dit, elle s'appelait Marie Verdi, moi je m'en souviens, elle m'a dit, j'ai un ami qui s'appelle Philippe Leroux, qui est le batteur de Lavilliers, qui fait des régressions dans la vie antérieure. Est-ce que tu as envie de vérifier ce que ta médium t'a raconté en le vivant en direct? Oui, je crois que Lavilliers sera en album accessoirement, ça n'a rien à voir. Et je me retrouve sur une sorte de divan, et le type il enclenche le magnétophone, et là, il me dit, quelle vie voulez-vous visiter? Et je dis, je veux visiter la vie où j'ai connu ma plus grande histoire d'amour. Il me dit, ok, fermez les yeux, vous allez visualiser un pont qui part d'une falaise, qui entre dans des nuages, et vous montez sur ce pont. Je monte sur le pont, enfin je visualise ça, je rentre dans le nuage, et il me dit, de l'autre côté du nuage, vous allez aboutir sur le monde où vous avez connu votre plus grande histoire d'amour. Donc je traverse le nuage, j'arrive sur le pont, et là, je vois un type, enfin j'arrive sur une plage ensoleillée, face à la mer, et là il y a un type qui a une petite jupette beige et des motifs bleus, qui est bronzé et qui lance des galets dans l'eau et qui fait des ricochets. Et au moment où je vois cette scène, j'ai l'impression que ce type, c'était moi. Ce qui est une impression très troublante, parce qu'en même temps, je le sens de l'intérieur et je le vois de l'extérieur, comme s'il y avait deux caméras. Et quand je le sens de l'intérieur, la première chose que je perçois, c'est que ce type est hyper cool. Mais hyper cool, c'est-à-dire je m'aperçois que moi, je suis tout le temps anxieux, j'ai tout le temps peur de ce qui va arriver, je me demande que faire pour ne pas me tromper et tout. Lui, il s'en fout de tout, il est complètement détendu, il est bien dans ses baskets. Ça, c'est la première information, c'est son niveau de décontraction qui est incroyable. Et la deuxième information, c'est son âge, 821 ans. Alors, j'avais le fait qu'il est cool et qu'il a 821 ans, qui étaient les deux infos. Après, il me dit, bon, ben maintenant, tu vas te projeter dans son activité professionnelle. Et là, je me visualise dans une sorte de pièce dans laquelle il y a un homme couché. Et en fait, je le soigne avec les mains, c'est-à-dire je mets les mains au-dessus de lui, et en même temps, je vois des lignes blanches et rouges, un peu comme les méridiens d'acupuncture. Et je sais que quand il y a un endroit où il y a comme un grumeau, il faut que je mette la main pour chauffer et que ça fonde. Et le type, au moment où je fais ça, je lui dis, écoutez, votre problème, c'est pas un problème d'énergie, parce que je soignais en gros avec les énergies. Je lui dis, votre problème, c'est un problème de constipation. Et ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous buviez beaucoup plus d'eau. Et à ce moment-là, ça lui donne une idée, et il dit, en fait, c'est le même problème qu'on a dans la ville, c'est qu'on ne sait pas évacuer les ordures, et plutôt que les évacuer par les rigoles, on devrait faire un canot avec de l'eau. Donc en fait, il était en train d'inventer le tout à l'égout. À ce moment-là, je ne sais pas l'époque, je ne sais pas le lieu. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a du soleil, que j'ai une jupe et que je lance des galets, que j'ai 821 ans, que je suis décontracté. Ce qui est déjà une sensation étrange. Puis après, il me dit, je fais un saut pour rencontrer donc, mon histoire d'amour et je me retrouve dans une sorte de taverne avec une danseuse, plutôt de petite taille, qui danse et après qui vient vers moi et qui me dit qu'elle veut apprendre ma technique pour soigner avec les mains. Et je lui dis d'accord. Bon, c'était une petite jeunette de 241 ans. Il y avait une différence d'âge, mais... Et en fait, on est reparti, et puis à un moment, elle m'a pris la main, et le cut suivant, on était en couple, et on a eu 3 enfants. Donc tout ça, ça saute. Et la scène suivante, parce que chaque fois, il me disait, maintenant saute pour aller vers un autre moment important de ta vie. Et la dernière scène, c'est
la destruction de l'endroit. C'est qu'on savait qu'il allait y avoir un énorme tsunami qui allait arriver et qui allait engloutir l'île. Il y avait 3 choix. Le premier, c'est essayer de partir avec les bateaux. Le deuxième, c'était essayer de monter sur... Il y avait une sorte de volcan en hauteur. Et le troisième choix, c'était d'être résigné et d'accepter d'être noyé. Et donc, j'ai fait ce troisième choix avec ma compagne. On s'est retrouvés sur la plage. Il y avait d'autres gens. Et on a vu arriver cette vague. Je vous le fais vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Et la première chose étrange, c'était le silence. C'est-à-dire que la vague, en arrivant, faisait qu'on n'entendait plus aucun bruit. Et il y avait juste le bruit de mouettes qui étaient sur le sommet de la vague. Et que je voyais, je me disais, qu'est-ce que foutent des mouettes au sommet? C'est un tsunami, quoi. C'était vraiment un grand truc. Et la vague est arrivée. Et puis après, on a été emportés, ma compagne et moi, je lui tenais la main, dans l'eau. Et je me disais, ça ne sert à rien de nager, je ne pourrais pas remonter. Et il y a un moment où j'ai lâché la main et j'ai laissé l'eau salée rentrer dans mes poumons. Et je savais que j'allais mourir, mais ça ne me posait aucun problème. Je me disais juste, j'ai eu une belle vie. Et cette vie, après, j'ai essayé, par rapport au décor, de comprendre où c'était passé. J'ai fini par déduire que c'était en Atlantide et que c'était il y a 12 000 ans. Mais cette expérience extraordinaire m'a donné envie d'en parler, m'a surtout donné envie de transmettre cette connaissance. Et donc, j'ai monté un spectacle d'hypnose régressive dans lequel je propose à toute la salle de fermer les yeux, de visualiser non pas un pont, mais un couloir avec des portes, et de chercher une vie positive, forcément, de l'ouvrir et de regarder ce qui se passe. Et tel que je fais ce spectacle, pour l'instant, il y a à peu près entre 70 et 80% des gens qui reviennent en racontant des histoires. Alors, je ne peux pas vous garantir que c'est vrai, je ne peux pas vous garantir que l'Atlantide a existé. Tout ce que je peux vous garantir, c'est que c'était beaucoup plus précis qu'un rêve, et que j'y suis revenu d'autres fois, parce qu'on peut revenir, c'est comme une vidéo ou un film, vous pouvez revenir dedans, et que chaque fois, j'ai l'impression que ce monde m'apporte plus de détails. D'ailleurs, pour l'anecdote, la séance a duré 1 heure, et il m'a dit, bon, ben maintenant c'est fini, il faut rentrer. Et je lui ai dit, attendez, là c'est presque de l'archéologie, j'apporte des informations uniques, laissez-moi un peu de temps, je vais vous dire qu'est-ce qu'on mangeait, comment étaient les rues, comment on vivait en Atlantide, et comment étaient nos bateaux et tout. Et il me dit, non, il faut rentrer maintenant. C'est 1 heure. Et dès que ça a été fini, j'ai pris le maximum de notes, et puis après j'ai refait une séance d'auto-hypnose régressif. Et je dois vous avouer que c'est le plus grand trip que j'ai eu de ma vie. Et je vous conseille de tester un jour. Si certains parmi vous l'ont déjà fait, ils peuvent en parler aux autres. Voilà, je vous remercie d'avoir attendu cette histoire. Et c'est le pouvoir. Et au final, juste dire, au final, c'est peut-être juste le pouvoir de la pensée, de faire de l'imagination, mais ça se peut que ça soit aussi autre chose, et ça vaut le coup d'essayer. Merci. Personnellement, je ne sais pas si je préfère imaginer Bernard Werber en samouraï ou en femme de harem. Dans les 2 cas, c'est un plaisir. Donc, merci Bernard. Notre deuxième invitée est une écrivaine belge dont le premier roman sorti en 2018 a été un grand succès. S'intitulait La vraie vie. Et donc le deuxième, qui s'appelle Kérosène, suit le même chemin. Donc on est très honoré de recevoir ce soir Adeline Dieudonné. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors mon histoire à moi, elle commence un petit peu comme ce soir, c'est-à-dire que c'était aussi une veillée. J'ai 12 ans et c'est rigolo parce que ça se passe en 94 comme le début de ton histoire. Alors, j'ai beaucoup hésité à vous raconter cette histoire parce que y a un préambule. C'est que je suis issue de la bourgeoisie. Et que c'est quelque chose que j'ai du mal à assumer. Et donc, voilà, si je voulais vous raconter cette histoire, je devais assumer le fait que je suis issue de la bourgeoisie et que, quand j'étais petite, j'avais donc un poney. Et voilà, maintenant c'est dit, j'avais un poney. J'avais 12 ans et c'était une petite ponette magnifique que j'adorais, c'était ma meilleure amie. Il faut imaginer donc une gamine de 12 ans qui a un poney qui vit donc dans une écurie qui est au fond du jardin. C'est ma meilleure amie. C'est l'être le plus important
de ma vie. Je lui raconte tout, je lui raconte mes malheurs à l'école, mes histoires avec mes copines, voilà, mes chagrins d'amour, tout. Et donc, on est en été, donc c'est l'été 94, au mois d'août, et avec des amis, parce qu'on était tous issus de la bourgeoisie, et on avait tous des poneys. Donc j'ai deux amis très très chers, qui ont chacune leur poney aussi. Et je leur dis, venez dormir à la maison avec vos poneys. Et donc on va dormir dans la prairie avec les poneys, et le lendemain matin, on partira se promener à l'aube pour vraiment voir le soleil d'été se lever et profiter des heures très très fraîches du petit matin. Et donc j'ai mes deux meilleurs amis qui viennent dormir à la maison, dans la prairie. Et il y a mon petit frère, son meilleur ami, et aussi mon meilleur ami, qui eux n'ont pas de poney, mais ils ont des vélos. Et donc on se dit, on va dormir dans la prairie avec les poneys et les vélos, et ça va être super. Donc on fait ça, ce qui nous amène à la veillée. Donc on fait une petite veillée, on est juste à nous six enfants, dans une prairie, c'est la nuit. On se raconte des histoires de Stephen King, on se fait peur, c'est super chouette. C'est vraiment... Et c'est là que Michel Fourniret arrive. Je rigole. Non. Vous y avez cru, on est en Belgique quand même. Non, ça se passe très bien. On se fait peur, évidemment, ça fait peur de dormir à la Belle Étoile. On dort près des... Les chevaux se couchent à un moment, et donc on va dormir, on se love près d'eux et tout. C'est vraiment un très très beau souvenir, une très belle nuit. Et le lendemain matin, on part en promenade. On se lève vraiment super tôt, genre vers 5h, 5h30. Et on part on décide donc de faire une très 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 longue promenade. Et je me rappelle, c'était un dimanche matin. On part. Et dans la promenade, il y a... un de nos objectifs, c'était de traverser une petite rivière. Mais quand je dis que c'est une petite rivière, c'est vraiment un pipi de chat. C'est-à-dire c'est un truc qui doit faire 1 mètre de large. C'est minuscule. Sauf que pour ceux qui connaissent les chevaux, ces animaux ont un vrai problème avec l'eau. Pas tous, mais quand les chevaux ont un problème avec l'eau, ils ont un vrai problème avec l'eau. Donc on arrive à cette petite rivière. C'est magnifique, on est au fin fond d'un bois. C'est l'été, le soleil s'est levé, c'est vraiment un moment idyllique. Et on arrive devant cette rivière, et les 3 poneys refusent obstinément de passer cette rivière. On y passe une demi-heure, on essaye tout, on essaye la douceur, on descend, on essaye de les faire passer. Impossible de les faire traverser. Et il y a un petit pont qui est à ça de hauteur, relativement large, et qui passe au-dessus de la rivière. Je sais que c'est une très mauvaise idée de passer sur le pont, parce que c'est un pont qui n'a pas de garde-fou de part et d'autre, et c'est un pont qui est en macadam. Et quand les chevaux sont ferrés, le macadam, c'est très glissant, c'est dangereux. Mais je me dis, si j'arrive à faire passer ma ponette de l'autre côté de la rivière, les autres vont suivre, ça c'est sûr et certain. Donc, je descends de cheval et je décide de passer sur le pont. Et je tiens ma ponette, on arrive au milieu du pont, et là, elle commence à paniquer, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle commence à glisser. Et je vois le moment, mais vraiment, ça se passe au ralenti, et même j'ai cette idée de je vais la retenir. Je fais 45 kilos toute mouillée et que je suis face à un animal qui en fait 500. Et je vois vraiment la jument qui tombe, et qui tombe dans la rivière. J'ai vraiment cette image très précise du cheval sur le dos. Mais le pont n'est pas haut, hein, c'est genre ça. Mais un cheval qui tombe de cette hauteur-là, c'est super dangereux. Et alors il faut savoir un truc sur les chevaux aussi, c'est que un cheval ne peut pas se casser une jambe. Un cheval qui se casse une jambe, c'est un cheval qu'on euthanasie. On peut pas. Enfin, je sais pas. Maintenant, peut-être que les techniques ont évolué, mais quand moi j'étais petite, on peut pas mettre un plâtre à un cheval. Et donc je vois cette ponette dans la rivière, et je vois précisément sa jambe. Je vois la blessure. Elle se relève en catastrophe. Elle sort de l'autre côté de la rivière. Là, j'ai ma meilleure amie qui fait « C'est bon, elle a rien !» Et moi, j'ai vu la blessure, je sais très bien qu'elle n'a pas rien. Et je me retrouve face à cette jument, je regarde, et il y a une quantité de sang. Un humain qui saigne, c'est impressionnant. Un cheval qui saigne,
mais c'est des litres. Enfin, c'est un film d'horreur. C'est horrible. Et donc, je dis, il faut aller chercher des adultes. Mais j'ai un sang-froid de dingue que je comprends pas encore aujourd'hui. Mais je dispatche. Je dis, voilà, vous 4, vous allez chercher les adultes. Toi, tu restes avec moi et tu vas m'aider. Et je me retrouve avec cette jument qui pisse le sang, mais vraiment des quantités, j'avais jamais vu ça. Et j'ai un réflexe incroyable, c'est que je me dis, il faut que j'arrête l'hémorragie. Donc je prends les rênes et je fais un nœud au sommet de sa jambe pour essayer de... Je sais pas si ça a marché. Hein. Et je prends un t-shirt, pas une seule seconde, pendant ce temps-là, j'ai pleuré, pas une seule seconde, j'ai perdu mon sang-froid, je suis restée d'un calme, mais incroyable. Et j'ai commencé à presser pour à tout prix essayer d'arrêter le sang. Et là, j'ai ressenti, je ne sais pas si vous avez déjà eu un accident dans votre vie, mais voyez ce moment où on veut remonter le temps, où on se dit, ça n'est pas en train d'arriver. Ça n'est pas en train d'arriver. Il y a vraiment une phase de déni. Et je passe, je sais plus exactement combien de temps ça a duré, mais je pense que ça a bien pris une demi-heure. Parce qu'après, les autres m'ont raconté ce qui s'est passé de leur côté. C'est qu'on est donc dimanche matin, il est environ 7h du matin. Ils ont sonné à tout... Enfin, déjà, il fallait sortir du bois et tout ça, ça a pris du temps. Mais alors, ils ont sonné à toutes les maisons. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ouvrent pas le dimanche matin à 7h quand il y a des enfants qui tapent affolés en disant qu'il y a eu un accident. Et donc, finalement, il y a un facteur qui arrive. J'ai toujours pas compris ce que ce facteur foutait un dimanche matin à 7h. Je suppose qu'il n'était pas en train de faire sa tournée, mais bref, il y a un facteur qui arrive avec ces trucs et tout. Et qui m'aide et qui prend le relais, qui commence à s'occuper du cheval. Et là moi, à ce moment-là, je m'effondre. À ce moment-là, je commence à pleurer. Et alors, je lui demande, elle va survivre? Et il me fait, c'est un facteur. Qu'est-ce qu'il y connaît? Et puis, il y a le vétérinaire qui arrive, mes parents qui arrivent, et on s'occupe de la jument. Il la recoue sur place. Il y a des litres et des litres de sang par terre. Et le véto qui me dit, c'est rien. C'est rien. Elle aurait pu perdre 10 fois plus de sang. C'est un cheval, ça va. Et donc, on a dû couper toutes les... Donc, on était du coup du mauvais côté de la rivière. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que de ce côté-là de la rivière, il n'y avait plus aucun chemin, plus aucun accès. Donc, on a dû couper des barrières pour pouvoir ressortir de la forêt, accéder à la route. On a pu embarquer la jument dans un camion et la ramener à la maison. Et ce soir-là, je me rappelle que ma mère a dû me filer des tranquillisants pour que j'arrive à m'endormir. Et c'est vraiment le moment dans ma vie, c'est pas drôle, hein, comme histoire, je suis désolée, c'est un peu gore. Mais en tout cas, c'est le moment dans ma vie où j'ai réalisé que la vie était fragile et que vraiment tout pouvait basculer comme ça. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu vraiment cette sensation de « ça n'est pas arrivé ». Ça n'est pas arrivé, je dois remonter le temps, je dois revenir en arrière. Il doit y avoir moyen de revenir avant ce moment-là. Heureusement, la jument a survécu. Heureusement, on l'a soignée et elle s'en est sortie. Mais je pense que ça a été un moment un petit peu fondateur pour moi. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai écrit La vraie vie, mon premier roman, en fait, ça parle de ça. Complètement. Je ne vais pas partir du postulat que vous avez lu le livre, hein, mais ça commence par un accident extrêmement grave. Et ça commence par 2 enfants, un frère et une sœur, qui assistent à un accident extrêmement grave. Et tout le combat de la petite fille, ça va être de refuser ça et de vouloir remonter le temps et de vouloir créer une machine à remonter le temps pour pouvoir empêcher cet accident d'arriver. Et c'est exactement ça qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans face à ce cheval, c'était cette idée de vouloir remonter le temps. Voilà, mais écoutez, je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'ils ont des trucs plus drôles à vous raconter. Je suis désolée. Merci Adeline pour cette histoire sans Michel Fourniret, mais avec beaucoup de sang de cheval. Hein. Voilà.
Donc les amateurs de gore ont pu s'y retrouver quand même. Notre prochain invité est un artiste plasticien, considéré comme le pionnier, voire même l'initiateur de l'art urbain en France. On est très heureux de l'avoir. Et quelques minutes avant le spectacle, il nous disait qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire, mais je ne doute pas que ça va être passionnant. Merci d'applaudir très fort Ernest Pignon. Ernest. Oui, bonsoir. C'est vrai que j'hésite encore. J'hésite encore. Je n'ai pas d'histoire aussi extraordinaire que ceux qui m'ont précédé. Je suis désolé. Ouais, j'avais envisagé, je vous en avais parlé à propos d'une expérience que j'ai eue au Chili. Mais finalement, étant donné le temps là, qui nous est imparti, je vais parler de mes collages à Naples. Parce que je pourrais en choisir plusieurs, et puis c'est une espèce d'hommage aux Napolitains en quelque sorte. Dans les premières nuits que j'ai collé des images, vous savez, je colle des images dans les rues, quoi, vraiment. Et une des premières nuits où je collais, en faisant rentrer les dessins dans les fissures des murs de Naples, il y a un type qui vient, et je ne comprends pas très bien. Il croit pas que il comprend pas ce que je suis en train de faire. Il me dit que les dessins sont en train de suinter des murs. Vous voyez, que les dessins sortent des murs. Alors, je trouvais ça très beau. Ça me plaisait beaucoup qu'ils les reçoivent comme ça, comme si les murs avaient sécrété ces images. Voilà, comme en fait c'est une réflexion sur la mémoire de la ville, c'était assez juste. Et donc après, je reste un peu avec lui. Et il me dit, il faut que demain tu ailles au Dôme parce que c'est le miracle de San Gennaro. Vous savez, 2-3 fois par an, mais surtout, je crois, le 18 ou 19 septembre, le sang de San Gennaro a été guillotiné dans l'an 300, près de Puzzole. Et après que les lions aient refusé de le manger, enfin un tas de trucs, on lui a coupé la tête. Et il y a quelques centilitres de sang qui ont été récoltés à ce moment-là, qui sont dans des petites bouteilles de verre au Dôme de Naples. Et donc, on les sort à ces dates-là. Mais la date la plus importante, je crois que c'est le 19 septembre. Toute la ville attend que le sang rentre en ébullition. Les années où le sang ne rentre pas en ébullition, c'est tremblement de terre, éruption du Vésuve, où l'équipe de Naples descend en 2e division. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, très très graves. Quand les Français, en 1799, ont occupé Naples, manifestement, le cardinal de Naples voulait suggérer que cette arrivée des Français était une chose très négative et faisait en sorte que le sang ne rentre pas en ébullition. Et le garde du corps, je ne sais pas, un type qui suivait le général Macdonald, qui représentait la France à ce moment-là, s'est approché du cardinal et lui a dit « Si dans 5 minutes ça ne bout pas, vous êtes fusillé. » Donc, et le sang s'est mis à bouillir. Et donc, quand je suis arrivé... Donc, c'est une histoire magnifique, hein, ce miracle de San Gennaro. Et quand je suis arrivé au Via Duomo, là, j'ai eu la surprise, en haut des marches, il y avait une ambulance neuve du don des sangs, vous voyez. Et c'était vraiment... Alors, comme vous, ça m'a fait marrer. Je suis rentré, j'ai donné mon sang, et le docteur qui était là, je lui dis, c'est assez drôle quand même ce que vous faites là. Il me dit, écoutez, les Napolitains ne donnent pas leur sang. Il y a beaucoup de choses. Ouais, on n'arrive pas à avoir du sang. Et je me suis dit, peut-être si je l'associe au miracle de San Gennaro, je vais avoir du sang, quoi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je dois dire, j'ai vu qu'il n'avait pas une grande habitude parce que j'ai gardé un bleu pendant plusieurs jours. Donc, j'ai passé donc des tas de nuits à coller dans les rues de Naples. Je vais faire quelques hommages à des Napolitains. La police d'abord. La police de Naples est assez remarquable. Je me baladais souvent avec un escabeau. Je voyais, je ne suis pas très grand. J'ai collé de très grandes images. Et une nuit, les policiers s'approchent. Et je me dis quand même, ils ne vont pas m'emmerder ici. Vous voyez, quand on fait des trucs comme ça sur les murs, on a souvent des ennuis. Et non, il vient, il me dit,
laisse-nous ton échelle et quand tu as besoin, tu nous appelles, quoi. Voilà. Et donc, une nuit, je vais coller une image. Pour ceux qui connaissent Naples, c'est au verso de la chapelle San Severo. Il y avait un mur magnifique, le rouge des Bourbons, qui est plus beau que le rouge qu'on voit à Pompéi, qui est plus sombre et tout ça. Je voulais absolument coller une image au milieu de cet aplat de rouge. C'était un rouge à la chaux, vraiment très, très intéressant, et assez haut. Donc j'ai mis une échelle, ce que je ne fais pas d'habitude, je colle en général les images à ras du sol. Et là, j'ai mis une échelle, et très probablement, des gens ont pensé que c'était des voleurs. Et il est arrivé 3 flics, les types qui coursent les dealers là, dans ces quartiers de la Naples historique, beaux mecs en jean, t-shirt. Il y en avait un qui avait un pétard à la main, ouais, le style, j'allais dire, vous savez, des barbes de 3 jours comme dans les pubs de parfum, tout ça, comme ça. Et les types, ils me voient en haut de l'échelle comme ça, et ils me font signe de continuer. Ils voient que je ne suis pas un voleur. Et une fois que j'ai terminé, je salue un peu comme au théâtre. Vous voyez, je me retourne sur l'échelle et je salue comme ça. Les flics, ils mettent son pétard là et puis ils m'applaudissent. Donc, vous voyez, à 3h du matin, être applaudi par des flics dans les rues de Naples, c'est un grand plaisir. Et puis je descends et le flic, je vous assure que c'est vrai, sinon je ne raconterai pas cette histoire d'ailleurs. Il s'approche, il me dit, c'est une citation d'Artémisia que tu fais. Vous voyez, vous voyez le flic que... Je ne sais pas si vous voyez le flic qui connaît Artemisia Gentileschi, c'est pas banal. Et il me dit c'est la Judith, hein, c'est ça. Vous voyez, donc voilà, c'était ma part hommage aux flics de Naples. Alors j'avais un hommage aux flics, aux loulous, à des voleurs. Une nuit, je collais là une image de Pulcinella et j'entends le Vespa. Et il y a des types qu'on reconnaît qui tournent en Vespa, qui chippent les sacs. Hein. Donc, les types tournaient, je l'ai vu passer plusieurs fois, tout ça. Puis à un moment, il arrive près de moi, il arrête sa Vespa. Il avait une très jolie fille, d'ailleurs, sur sa Vespa. Il descend, il me prend par les épaules. Il me dit « Ti amo, ti amo ». Alors je lui dis « Oh, basta, qui tu es ?» Il me dit « Gennaro, tu ne me connais pas ? Je suis Gennaro, c'est moi qui tiens le matone là. » Et il me dit, j'ai vu que tu étais revenu, parce que j'ai collé à Naples tous les 2 ans sur 8 ans, quoi, vous voyez. Donc, il dit, j'ai vu que tu étais revenu, et je voulais absolument savoir qui fait ça. Et donc, il insiste, il me dit, c'est moi qui tiens le matone, et c'est un truc qui était, aussi pour ceux qui connaissent Naples, il y a la Piazzetta, c'est là où il y a une espèce de relique, un hommage à Maradona. Et la Piazzetta Nilo, et le long du mur, là, il y a ce truc, c'est une espèce de café qui est ouvert de 11h du soir à 6h du matin. Ça veut dire Camorra, ça veut dire, vous voyez, deal et tout ça. Donc, il insiste beaucoup pour que j'aille. Je vais à 6h du matin, après avoir fait mes collages, je vais le voir, et ce type me dit... Je voulais te voir absolument parce que je voulais m'excuser. J'ai décollé une image, je voulais la coller chez moi, mais je vois que vraiment ce que tu fais, c'est fait pour la rue et qu'il ne faut pas les mettre dans les maisons. Et j'ai fait une bêtise, excuse-moi. Et ce qui avait d'assez cocasse, c'est que le soir, je dînais chez le consul de France à Naples et lui-même avait collé le dessin dans son salon, vous voyez. Voilà. Et, vraiment, c'est vrai. Hein, voilà. Et un autre. Alors, je vois que le temps passe. Je fais un autre collage à Naples. Moi, c'est pas aussi extraordinaire que mes prédécesseurs. Hein, c'est des choses un peu banales, comme ça, vécues simplement. J'ai fait un travail il y a 4 ans. C'était le 40e anniversaire de l'assassinat de Pasolini, et j'ai fait une image qui parlait de ça. Une image d'espèce d'autopiéta de Pasolini qui porte lui-même son corps mort. Et je l'ai collé, pour ceux qui connaissent mon travail, vous voyez, j'ai repéré les lieux qui lui donnent du sens, quoi. J'ai collé à Matera, là où il a tourné l'Évangile selon saint Matthieu, sur les plages d'Ostia où on l'a assassiné, tout ça. Et je n'avais pas trouvé à Rome les lieux qui correspondent à ce
ce qu'on voit dans Mama Rome ou dans Hackathon, vous voyez, des lieux de grande marginalité, de grande pauvreté. Rome a changé comme ça. Et j'ai pensé trouver l'équivalent, comme je connais bien Naples, dans le quartier de Scampia. C'est ce que vous connaissez pour les films Gomorrah, vous voyez. C'est les quartiers bétonnés, tenus par une mafia assez dure, assez sévère. Et je voulais vraiment coller là. Et comme je connais beaucoup de monde à Naples, après tous ces travaux, un soir, une amie a organisé une rencontre avec un type qui était là, qui est de ce quartier. Alors on était sur une terrasse à Naples, magnifique, face au Palazzo Reale, le Vésuve et la mer, et on voit partir des feux d'artifice. Alors nous, là, les quelques Français, on disait magnifique, magnifique. Et ce garçon que je voulais rencontrer pour coller, il nous décrypte la chose. Il nous dit, vous voyez les feux d'artifice au quartier du Mercato, là-bas, c'est que c'est la Camorra du quartier qui fait savoir qu'elle a sorti machin de prison. Vous voyez, je veux dire que c'était la lecture de la carte postale. Voilà. Et donc après, je vais coller avec lui dans le quartier. Et il a 11 frères et sœurs en prison. Et son père et sa mère, ils sont passés aussi. Et il me dit vraiment, tu sais, j'ai commis des crimes, mais c'est pas parce que je suis né ici, c'est parce que j'étais inculte, c'est parce que je n'avais pas la parole. Et il me dit, je n'avais pas la poésie. Et quand on n'a pas la poésie, on est vulnérable. Donc c'était vraiment assez bouleversant. Ce type n'était même pas allé à l'école. Donc on a fait nos collages. Et puis je vais chez lui, il m'invite chez lui, et je vois, cela je voulais terminer, puisqu'on est dans un festival du livre, je voulais terminer là-dessus, je vois chez lui l'œuvre complète de Christian Bobin. Vous voyez, pour ceux qui connaissent ce qu'est Christian Bobin, c'est un type avec le profil qu'avait ce type, David Cerulo, et je lui demande, mais comment tu connais Christian Bobin? Alors il me dit, quand je suis sorti de prison, j'étais très déprimé, vraiment déprimé, et ma femme m'avait quitté. En fait, il est allé voir un curé qui jouait un peu le rôle de psy. Et il me dit, il y avait beaucoup de monde, j'attendais, et sur la table, il y avait une revue avec la photo d'un type qui avait un oiseau sur l'épaule. Je me suis mis à lire ça, et en fait, j'ai arraché toutes les pages, et je suis parti. Je n'ai plus besoin de voir le psy. Les textes de Christian Bobin il a dit un mot. Alors moi, je ne parle pas bien italien, je ne retrouve pas, mais c'était vraiment littéralement m'en sorti de la boue. Christian Bobin m'a sorti de la boue. Alors, il se trouve que je suis ami avec Bobin et que je l'ai appelé. C'était assez bouleversant, voilà. Sinon, voilà, j'arrive à la fin là. Bonsoir, merci. Merci beaucoup, et vraiment je tiens à vous rassurer, c'était pas du tout banal comme histoire, c'était extraordinaire, à moins qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle qui étaient applaudis en pleine nuit par la police napolitaine. Levez la main, non? Voilà, donc c'était vraiment extraordinaire, merci beaucoup. Notre prochaine invitée est journaliste, écrivaine, réalisatrice, très engagée dans les questions environnementales. Il va falloir l'applaudir très fort, parce qu'elle n'est pas vraiment rompue à l'exercice. Et elle est un peu dans le trac, donc n'hésitez pas vraiment à applaudir très fort. Dans quelques secondes, dans quelques secondes. Attends, je t'ai pas encore présenté. Je suis désolée les gars, on m'a dit que c'était une veillée. Et pour moi la veillée, c'est on ferme nos yeux. On a des amis autour de nous, il y a un feu qui crépite. Fermez les yeux, franchement. Certains d'entre vous, fermez les yeux. Écoutez cette super cigale. Et moi, je pourrais me livrer que si vous êtes là. Parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une flèche. Une flèche qui est rentrée en moi et qui a mis des années à sortir. C'est une flèche du pays tchernobylisé. J'ai entendu un rire sur la gauche, c'est peut-être que vous êtes pro-nucléaire, mais c'est pas grave, je vous aime.
Est-ce qu'on peut fermer les yeux et imaginer qu'on est amis et qu'il y a ce feu qui crépite, et qu'on a du vin, et qu'on a du tambour, et qu'on a cette voûte étoilée avec toutes ces LED. Je voudrais vous raconter comment je suis tombée dedans. On tombe en Tchernobylie, figurez-vous. C'est pas juste un événement, c'est pas juste 1986, le 26 avril, à 0h43. Non. C'est tout un monde qui s'effondre. Il faut que je vous raconte, je suis tombée là-bas parce que je suis folle. Je suis tombée là-bas parce que peut-être j'ai des effondrements intérieurs à moi qui font que quand Tchernobyl arrive, ça résonne. Pourtant, je n'ai que 12 ans, je m'en fiche. Mais quand, journaliste à Libération, j'arrive, je dis 2003, on n'a qu'à faire l'anniversaire de Tchernobyl. Attends, c'est 17 ans, on s'en fout. On fait les 15 ans, les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans. Vous avez l'âge de la catastrophe, mais vous n'avez jamais 17 ans de la catastrophe. Ça n'existe pas. Et pourtant, j'y vais. Et pourtant, j'arrive dans un monde où c'est exactement comme ici, en fait. C'est juste que c'est interdit. On nous dit que tout ce qui a été vivant, là, a été enseveli, terminé. On a des compteurs, Gégère, pour voir s'il reste un peu de... Est-ce qu'on est en danger? Ouais, quand vous allez là-bas, vous êtes en danger. En tant que journaliste, quand j'arrive là-bas, je vais dire mais moi je vais voir les gens, je sais pas, je veux savoir comment ils vivent, ils sont encore là, ils sont pas partis, certains ne sont pas partis, et vous êtes dans ce pays où les tables sont ouvertes, on a tué le cochon, il y a le lait de la vache, il y a la pomme, la compote de la pomme, il y a tout ça, les tables sont ouvertes, et il y a la vodka bien sûr, sinon on ne tient pas. Mais tout est ouvert, on s'en fout. Et on me dit, mais pourquoi tu pars pas avec tes canettes? Il faut que tu partes avec tes boîtes de conserve, c'est pas possible, tu vas te mettre en danger. Mais comment aller là où les gens vivent le danger au quotidien, alors qu'en réalité, tu viendrais toi en tant que journaliste, avec ta boîte de raviolis? Non. On y va à fond. On y va à fond, d'autant que tout est mensonge. Tout est faux. Tout est vrai aussi, c'est bien le problème. Oui, il y a de la pollution. Oui, il y a du césium-137. Oui, il y a du strontium-90. Oui, dès lors qu'un feu prend, tout ce qui est intégré dans les végétaux va s'envoler. Oui, c'est dangereux, mais c'est invisible, inodore, indolore. Vous n'avez qu'un compteur Gégère qui peut crépiter. Il n'y a que le son. Et si vous partez sans compteur, vous n'avez pas de son. Alors c'est pas grave, on me dit. C'est pas grave? Bah non, c'est pas grave. Ouais, je crois que c'est pas grave. On est tous rendus à la même histoire. Tchernobyl, c'est une terre... Écoutez-la, écoutez-la. Elle est vivace. On n'arrête pas de me dire depuis qu'il n'y a plus d'hommes. Mais en fait, finalement, c'est une zone extraordinaire. Les animaux n'arrêtent pas de courir partout. Il y en a plein. On organise des chasses à Tchernobyl, des chasses. À base d'hélicoptères, à base de... On veut des trophées à Tchernobyl. On a les trophées. Il y a même eu un moment donné où il y avait une sorte... J'aurais adoré écrire un roman qui était le démarrage de... Dans la zone interdite, il y a du pavot, il y a de l'héroïne tchernobylienne. Pas la peine d'aller en Afghanistan. Toutes ces histoires, tout ce monde complètement inconnu,
fantasmatique. Je vous assure que je me suis fait happer. Je me suis fait happer des années et des années. J'ai co-acheté une maison avec des journalistes, une datcha, pas une maison, une datcha, à Tchernobyl. Parce qu'attention, vous avez Tchernobyl, la centrale, mais vous avez Tchernobyl, le village. Tchernobyl, la centrale, bon bah ça va, on voit tout, cette espèce de grande cheminée rouge et blanche, ça fait peur, le sarcophage, nanana. Ouais, mais il y a le village de Tchernobyl. Et dans le village de Tchernobyl, on trouve les gens qui vivent là, c'est-à-dire les pompiers, les militaires et quelques ONG, voire ce nouveau métier qui s'appelle le tourisme du désastre. Et on a Tchernobyl Interinform, et on arrive dans le village de Tchernobyl où les datchas sont vraiment, mais alors vraiment, tout le monde a été désossé. Hein. Et il y a un truc qui n'a pas été désossé, c'est le bar, où il y a de la vodka et des pompiers. Mais moi, c'est ma passion. Vodka, pompier, ça va toujours très bien. Ouais, non, mais je déconne pas. Enfin, en plus, c'est local. Enfin, tout va bien. Enfin, je veux dire, je parle dans la salle pour les locavores. Il y a quand même cette chose, c'est qu'en gros, vous rentrez dans la zone interdite, 30 km. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eux, ils ont des shifts, enfin des... Comment on appelle ça? Aidez-moi, des... 15 jours là, 15 jours ailleurs. 15 jours là, 15 jours ailleurs. 15 jours là, 15 jours ailleurs. Ouais, voilà, super. Et ils n'arrêtent pas d'être là, de faire la joie, enfin de rendre ces endroits vivants, cet endroit vivant. Cet endroit, il est définitivement vivant, non pas parce que nous avons disparu de cet endroit-là, mais parce qu'il y a juste des humains encore qui rigolent. Et que, de toute façon, je vais vous dire un truc, comme on est foutu. C'est pas un petit cancer à base de césium-137 qui va nous mettre à terre. C'est un monde... Je suis retournée, je sais pas, 6, 7 fois. On avait acheté cette maison et en tant que journaliste, il y avait des copains de Paris Match, des copains de... J'étais à Libé à l'époque, des copains de... On se retrouvait là, on faisait la fête dans une maison dévastée, avec un territoire dévasté, dont il fallait raconter comment il se reconstruisait, sans nous ou avec nous. Attention. J'ai adoré cette période de ma vie jusqu'au moment où j'ai senti que c'était trop pour moi. Enfin, la flèche était au cœur de mon cœur. Une flèche, quand elle traverse, elle rentre. C'est l'excitation. Enfin, j'ai jamais pris de flèche en vrai, mais à un moment donné, il faut que ça sorte, quoi. C'est pas possible de vivre avec ça, avec cette obsession. Là, on a des débats à 2 balles sur le nucléaire, on est pour, on est contre. Ok, super. Enfin, ça peut faire ça. Et c'est pas à 2 balles, excusez-moi, non, je minimise le débat sur les questions énergétiques, évidemment, mais quand la flèche était au cœur de moi, j'ai eu très peur pour moi. Je me suis dit que je m'en sortirais pas. Vraiment pas. Parce que il y a aucun combat qu'on va gagner, en fait. Enfin, si c'est pas l'énergie, c'est la bouffe. Si c'est pas la bouffe, c'est les océans. Si c'est pas les océans, c'est... Je sais pas, enfin, totalement écrasée par la chose. Écrasée par une flèche à l'intérieur de moi. Ouais. Bon, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que j'ai couché avec un pompier à Tchernobyl et ça s'est super bien passé. Merci. Et vraiment, j'ai pas vu venir la chute du tout. Voilà, je sais pas vous, mais... Moi, je l'ai vu venir. Bien, oui, bah, on imagine. Merci beaucoup, Laure.
Notre dernier participant est auteur d'une œuvre prolifique composée de romans et de pièces de théâtre. Il se qualifie lui-même de romancier de la reconstruction. Merci d'applaudir très fort Didier Van Covelart. Je suis encore sous le coup de la flèche. C'est terrible quand on parle de flèche, on voit la flèche dans l'arc, on la voit partir, on voit se danger. Et puis on imagine, c'est vrai que c'est très fort cette pénétration, et puis jusqu'où elle va aller, combien de temps elle va rester, est-ce qu'elle va me tuer ou est-ce qu'elle va m'emmener dans un autre univers? Je vais vous raconter une histoire de flèche, moi aussi, d'une flèche qui n'est jamais partie, une flèche qui m'a construit, une flèche que par moments j'ai retournée dans mon cœur pour qu'elle fasse mal, pour dire voilà, on va tourner la page, et puis en fait le temps passant, parce que c'est une flèche très très ancienne avec laquelle je vis toujours, et je me rends compte que cette flèche elle a fait de ce que je suis aujourd'hui, et elle m'a permis de ne pas perdre en route celui que j'étais au moment où il a reçu cette flèche. Et je pense d'un coup à une chanson qui vient de traverser ma tête là, comme une flèche d'une oreille à l'autre. Je pense que c'était écrit par mon ami, hélas, qui n'est plus là, Jean-Loup Dabadi, parlant de ses dessins sur les arbres. Oui, c'est Reggiani qui le chantait. Le cœur est effacé, mais la flèche demeure. Le cœur n'est pas effacé dans mon histoire parce que c'est ma première histoire d'amour et j'ai 11 ans et demi. Et oui, vous avez un petit frémissement de rire. Oh oui, 11 ans et demi, quoi, c'est... Bien sûr, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, mais il y a des âges où tout se passe en même temps, où on risque de s'effondrer ou de partir là où nos rêves doivent nous conduire. Et ces moments, quand je repasse le fil de ma vie, sans aller jusqu'aux vies antérieures, que j'ai pas mal caressé aussi, moi aussi, en fait, quel est le moment clé? Le moment clé au sens où cette clé va ouvrir après toutes les portes qui ont de l'intérêt, les portes où il faut aller, celles qu'on entrebâille, on se dit non, je suis content d'avoir ouvert, mais il ne faut pas que j'aille plus loin. Et puis celles qui vous amènent là où vous deviez aller, et puis celles qu'on a envie de refermer, celles qu'on a envie de laisser à jamais ouvertes. J'ai commencé à écrire lorsque on m'a appris à écrire à l'école. Les mots, c'était des outils merveilleux pour raconter des histoires. C'était tout à coup une évidence. Il faut dire que cette découverte se greffait sur autre chose qui était les histoires que me racontait mon père. J'ai eu la chance d'avoir un père qui, dès ma naissance, qui s'est très mal passé, commençait à me raconter les histoires, et j'ai grandi avant même de le comprendre, le sens des mots, dans ce parfum d'imaginaire, de rire, de rêve, de peur, un conteur à la veillée qui vous fait un épisode de feuilleton chaque soir. C'est comme ça que mon père a construit, je pense, mon imaginaire, mon humour. Et puis, il y avait autre chose. C'est que mon père avait eu un grave accident de voiture l'année de ma naissance, et des tonneaux, tout ça. Bon, il s'était démis l'épaule, on n'avait vu que ça. En fait, il y avait une fêlure de la tête du fémur qui n'avait pas été détectée, et qui, les années passant, ont fini par lui donner 15 cm de différence entre les deux jambes, des souffrances terribles. Et à la fin, il avait 2 cannes, il marchait quasiment plus. Et un jour, en rentrant de l'école, je l'entends dire à ma mère, bien sûr, il ne sait pas que je suis là, je lui entends dire, de toute façon, le jour où je suis dans un fauteuil roulant, je me tire une balle dans la tête, je ne veux pas vous imposer ça. Alors, quand vous entendez ça à 9 ans, vous dites... Bon, ou bien ça vous effondre, c'est quand même la personne que j'aime le plus au monde à ce moment-là. Et en fait, je le comprends. Et je me dis,
Il a raison, à sa place, je ferais pareil. Mais non, mais je veux pas qu'il se tue, je veux le garder. Donc je vais faire un truc tellement extraordinaire que ça lui donnera envie de vivre quand même en fauteuil roulant. Et ça c'est le pouvoir extraordinaire des enfants. Je fais ça, donc j'ai la solution et on y va. Donc il n'y a pas de place pour les larmes, énergie perdue, pour la tristesse, pour tout ça. Et qu'est-ce que je pouvais faire d'extraordinaire à 9 ans ? Déjà, j'écrivais, je m'étais mis, quand à l'école on m'a appris à manier les mots, je me dis, je vais faire encore mieux que mon père. Lui raconte les histoires à l'oral, et puis ça se perd. Moi, je vais raconter par l'écrit, et puis j'enverrai ça à des éditeurs, et puis ça sera publié. Il y a des inconnus qui riront, qui frémiront de ce que j'ai écrit, qui m'aimeront à distance sans me connaître, et en plus ça me rapportera de l'argent. Donc pourquoi faire autre chose sur Terre ? C'est aussi simple que ça, une vocation d'enfant. Après, c'est une question de travail. Et là, je me dis, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais être l'auteur, le plus jeune auteur publié au monde. Et là, du coup, mon père, il voudra rester sur Terre, il voudra vivre ça. Et là, vous sentez, il n'y a même pas un ange gardien qui vous aide, vous sentez les ailes qui vous poussent directement, qui vont vous aider à faire ce voyage, parce que l'enjeu est là. Tout paraît possible quand l'enjeu est aussi fort. Juste, c'est un contre-la-montre. Donc là, à partir de ce moment-là, je ne fais plus un devoir à l'école. En revanche, quand je suis à l'école, à l'oral, je suis très présent, quoi, pour qu'on oublie que je ne fous rien à l'écrit. Et ça marche pas trop mal quand même. Il y a des impostures comme ça avec la complicité de certains adultes qui flairent un truc, vous aident beaucoup. Et c'est comme ça qu'à 9 ans et demi, j'envoie mon premier manuscrit aux éditions Gallimard. Et là commence une série de catastrophes, c'est-à-dire que personne n'en veut. Les manuscrits reviennent avec une lettre disant ça a retenu leur attention, mais malheureusement, ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai rien à me dire, c'est quoi ? S'ils aiment le truc, mais ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale, c'est quoi cette ligne éditoriale ? Ils sont obligés de publier des trucs qu'ils n'aiment pas. Voilà comment un enfant commence à se poser des problèmes sur le fonctionnement des adultes. Et puis quand même, toujours la même lettre. C'est un peu bizarre. Et un jour, au cinéma, je vois un James Bond où il avait collé un cheveu en quittant sa chambre d'hôtel entre la porte et le chambranle pour savoir si quelqu'un rentrait ou non en son absence. Et quand il revient, il n'y a plus de cheveux. Et je me dis, voilà, je vais faire ça. Je m'arrache un cheveu, je colle sur la tranche du manuscrit, les 2 pages comme ça. Et puis, à partir de là, mes photocopies de manuscrits que j'envoyais à 12 éditeurs à chaque fois, alors quand ils revenaient et qu'il y avait toujours le cheveu, voilà, j'étais le plus heureux du monde. C'est pas qu'ils n'avaient pas aimé, c'est qu'ils n'avaient pas lu. Donc déjà, ça a aidé. Mais quand même, bon, c'était à chaque fois des refus et tout. Et puis un jour, je tombe sur un journal comme ça, pour allumer du feu, et une petite annonce, les éditions de La Pensée universelle. Votre manuscrit nous intéresse, écrivain, auteur. Nous publions à compte d'auteur, appelez-nous. Et en fait, c'est des éditions où vous payez le premier tirage, hein, et puis après, si ça marche, si c'est retiré, après vous avez des bénéfices énormes. Enfin, ça, c'est le petit machin contractuel qu'on vous raconte, mais bon. Et là, d'un coup, je me dis, voilà, il faut absolument que je me fasse publier, ça marche pas parce que je suis pas connu, je suis pas... je me dis tout sauf, c'est nul, ça vaut pas le coup, parce que si je me dis ça, je suis mort, et mon père aussi. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, il faut que j'aille voir cet éditeur, il faut que je paye pour... Alors, je casse ma tirelire. Ma mère avait une pépinière, il y avait un tiroir caisse, tout ça. Bon, je vais emprunter aussi un petit peu quand personne ne regarde. Je réunis la somme qu'il fallait pour publier à peu près 1000 francs de l'époque. Et je dis, mais comment elle est parée ? Et là, il y a une opportunité formidable, c'est que j'ai un correspondant anglais à Glasgow, chez qui je vais souvent. Et là, du coup, mes parents disent, tu vas aller là-bas parce que, en fait, mon père va avoir une opération de la dernière chance à Marseille, et donc ma mère ne pourra pas s'occuper de moi.
donc on m'envoie chez le correspondant anglais. Et il y a l'avion c'est un transit à Paris. Et là, mais il y a 5 heures à l'époque, le trafic aérien était 5 heures, et moi dans ma tête d'enfant, je me dis, 5 heures, j'ai le temps après d'aller à Paris, d'aller voir l'éditeur, de mon truc, parce que je voulais faire la surprise, évidemment, et puis j'allais pas dire, bien sûr, que j'avais payé pour être édité, je voulais... Donc voilà tout ce que je me construis. J'ai mon manuscrit, celui que la secrétaire de mon père, qui est avocat, sa secrétaire le tape en douce, comme ça, en cachette. Mais alors, c'est terrible parce qu'elle corrige mes jeux de mots en bon français, quoi, par exemple. Et puis, comme elle ne veut pas coûter beaucoup de papier, tout ça, au cabinet d'avocat, elle ne fait pas d'interligne, quoi. C'est comme des minutes de tribunal, quoi. C'est mastoc comme ça. Bon. Et puis, il y a quelques coquilles, bon, je corrige tout le temps. Et me voilà partir à l'aéroport, et dans l'état, justement, c'est cet état entre deux. Peut-être que mon père va mourir pendant l'opération, peut-être qu'il va être sauvé, peut-être que arrivé à Paris, j'aurais pas dans l'aéroport le moyen de trouver un taxi, tout ça, ou alors que j'y arriverai, je pourrais aller faire publier mon bouquin, et puis je reviendrai, et mon père s'en sort, et moi je deviens plus jeune écrivain publié. Vous savez, toutes c'est possible. Il y a un impossible que je n'avais pas imaginé, c'est l'histoire d'amour. Et là, je suis donc un UM de 11 ans et demi, avec la petite pochette blanche, c'est un billet dedans, et on me confie, j'arrive, et un steward bétifie devant moi, la première fois que tu prends l'avion, tu vas là, Théo, pas que t'aies peur, tout va bien se passer, puis il y a une gentille dame qui va s'occuper de toi, et là, il appelle Cheyenne. Cheyenne, et je vois arriver, plus belle fille du monde. Blonde, des lunettes, et un prénom d'Indien. Moi, je m'attendais à une... Non. Et là, cette espèce de tornade blonde qui arrive, qui a l'air un peu maladroite, pas très bien dans son rôle d'hôtesse, et donc on me confie à elle. Et là, oui, coup de foudre. Mais double coup de foudre, c'est-à-dire tout à coup, j'ai une petite attaché-caisse à la con, là, pour faire sérieux, pour passer pour autre chose qu'un gamin. Et dedans, il y a mon manuscrit, il y a tout ça, et je veux que cette fille me regarde comme un homme, quoi. Parce que j'ai besoin de prendre dans cette énergie amoureuse qui va m'aider à réaliser mon rêve. Et premier truc que je lui dis, c'est votre prénom, c'est d'origine Cheyenne ou d'origine Apache? Elle me dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Et là, ma culture de BD, à l'époque, je lui dis, parce que souvent, les Cheyennes, ils prennent le nom de l'ennemi qu'ils ont tué. Les Apaches, pardon, ils prennent le nom de l'ennemi qu'ils ont tué. Alors, regarde, et moi, je n'ai Dieu que pour elle, et on va... À l'époque, on allait directement sur la piste pour prendre l'avion, et je la regarde tellement qu'il y a une porte en verre au pas, et je m'éclate la gueule dedans. Alors elle, son premier réflexe, c'est pas de dire, voilà, il s'est pété le nez ou pas, c'est de regarder autour d'elle si on a vu, si des gens ont vu ou pas. Parce qu'elle est quand même prise en faute, elle est responsable. Et moi, je suis dans mon trip comme ça, et puis dans l'avion, elle m'installe, et là, il y a 2 autres enfants, c'est 2 petites jumelles, et c'est les petites jumelles à côté de qui on me met. L'avion décolle, l'hôtesse m'a oublié, je me dis, bon, comment attirer son attention? Je me sors mon manuscrit, je me mets à corriger, il y a un moment en passant pour aller donner un biberon derrière, elle me dit, mais tu fais tes devoirs? Je dis, non, je corrige mon roman. Bon, ça a l'air bizarre. Et puis arrive l'événement déclencheur, horrible et merveilleux, c'est-à-dire que l'une des jumelles à côté de moi, tout à coup, elle a pris un coca avec un biscuit et elle gerbe. Et elle gerbe où? Sur le manuscrit. Et la catastrophe, je fais un hurlement, je dis, merde, on ne peut pas faire attention. Et là, bon, j'éponge autant que je peux, mais j'enlève le biscuit, le coca, mais ça reste mouillé. Et là, j'entends la phrase qui a achevé de me rendre totalement amoureux. Et la phrase, c'est « Tu veux que je la sèche ?» Elle est penchée sur moi, elle tend la main dans ma feuille, comme ça, et elle me dit « Viens ». Et elle m'emmène à l'avant, là où il y avait ces placards dans le compartiment avant, où il y a tous les ustensiles pour la cuisine et tout ça. Et elle sort un sèche-cheveux, elle le branche, et elle se met à sécher la feuille. Le souffle du sèche-cheveux pendant ce temps-là fait légèrement bouger
Vous avez vu l'image. Bon, je découvre un soutien-gorge bleu lavande, chemisier qui faseille comme une voile. La plus belle femme du monde est en train de sécher mon manuscrit. C'est tout ce qui compte pour moi, parce que j'écris aussi à l'époque, pour pas être regardé comme un petit garçon, puis j'écris pour séduire les filles. Ça marche pas avec les filles de mon âge, évidemment, elles les regardent toujours plus vieux. Donc moi, du coup, je regarde aussi plus vieux. Et là, voilà. Et là, je me dis, c'est pas possible, on peut pas se quitter. Et là, je me réentends ce qu'on m'a dit, elle est responsable de moi. L'avion se pose à Paris. Et qu'est-ce que je fais? Je planque mon billet pour Glasgow, ça, la suite de mon voyage, dans mes chaussettes. Et là, elle me dit, qu'est-ce qu'il vient de chercher? Je dis, c'est mon oncle. Bon. Et donc, les enfants seuls, les familles viennent les réceptionner. Il y en a un seul qui attend toujours, c'est moi. Et alors, elle s'impatiente. Je dis, vous êtes pressé? Ben oui, j'ai un rendez-vous. Enfin bon, mais appelle ton oncle s'il a peut-être un problème. Alors je fais semblant, elle me donne des pièces pour la cabine, tout ça, et puis je fais semblant d'appeler. Bien sûr, j'ai pas d'oncle à Paris. Et bref, le but, parce que j'ai compris qu'elle avait un rendez-vous chez elle à Orlyville, pas loin, et là je me dis, elle peut pas me laisser tout seul, si personne vient me chercher. Alors je monte tout un bateau. J'imagine que mon oncle, juste il est à l'hôpital, l'appendicite, mais c'est pas grave. Si elle a un rendez-vous, on va chez elle, et puis de là, elle m'appellera un taxi, et j'irai. Il me dit en même temps, je me dis comme ça, j'irai chez l'éditeur. Là, je deviens à la fois complètement fou et super organisé dans ma tête, parce que j'avais déjà l'enjeu de sauver mon père avec mon bouquin, et là en plus, j'ai l'enjeu de que cette fille me ramène chez elle, quoi. Parce qu'en plus, elle est obligée par Air France. Et c'est confirmé par la chef d'escale qui arrive, il se passe quoi? Elle lui raconte et tout ça. Et lui dit, écoute, débrouille-toi, t'es responsable. Les autres hôtesses se sont barrées et tout. Elle débute en plus. Pas très... Donc, bon, bref, je vous la fais courte vu le temps qui s'écoule. Et je me retrouve chez elle. Elle est pas loin. Elle me fait faire un truc génial, c'est qu'elle a au parking une petite Fiat 500, et puis elle a pour démarrer, et il n'y a plus de batterie. Et là, elle me dit, merde, elle doit être chez elle. Elle a je découvrirai après, elle a son mec qui doit venir chez elle. Et là, elle sort, elle me regarde, elle regarde mon gabarit de petit garçon, elle me dit, bon, assieds-toi, c'est desserre le frein, embraye et tu relâches quand je te le dis. Et là, comme si j'avais conduit toute ma vie, quoi. Alors, j'ai dit, oui, ok, tout va bien, j'essaie de faire... Enfin bref, elle pousse la voiture, et je démarre la voiture, et elle me dit, en effet, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Là, je dis, l'enchantement total, jusqu'au moment où on arrive chez elle et tout, et puis arrive... elle me dit, prends du coca, prends un truc comme ça, et puis, voilà, le but est d'après me mettre dans un taxi, se débarrasser de moi, et puis non, ça ne va pas se passer comme ça, mais je vois qu'il n'y a plus que 32 secondes. Et cette histoire va s'arrêter là quand son mec va arriver, et que je repartirai avec d'autres personnes, mais je la retrouverai 10 ans après. Et là, 10 ans après, tout est possible, parce que là, j'ai 20 ans, elle en a 30. Et c'est une histoire d'amour, quand je vous parlais d'une flèche, c'est-à-dire qu'on s'est vu, là, on s'est revus 10 ans après aussi. Mis bout à bout, on a passé peut-être 15 heures ensemble, et c'est la plus grande histoire d'amour de ma vie que j'ai racontée dans un roman chez Yen, que je vais finir par réaliser au cinéma un jour. C'est un projet que je devais faire en 94, l'année où j'ai eu le Goncourt, et d'un coup j'ai dû annuler le film, mais je sais que je le referai. Et ça pour vous dire que lorsque les lecteurs viennent dans les salons comme ici, vous dire ce livre de vous, ça m'a réveillé un truc, ça m'a aidé dans la situation. Et je sais que ce qui pour moi a été une flèche a donné à des lecteurs, à des inconnus, des forces, des vitamines, qu'ils me renvoient encore, et ils réactivent ce que cette flèche m'a donné de merveilleux. Et voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Dernier mot, mon père n'a pas été sauvé par mes livres, parce que j'ai été publié qu'à 20 ans. C'est la chirurgie qui l'a soigné, qui l'a guéri. Mais c'est pas
parce que j'avais raté la mission que je m'étais donnée, que j'ai arrêté d'écrire, évidemment, parce que là, quand je suis rentré, j'avais un autre enjeu, c'était de reconquérir par écrit cette femme qui m'avait préféré une saleté d'adulte, quoi, de son âge, vulgaire. Bon. Et voilà, cette colonne vertébrale affective que ça m'a donné, que ça a donné à ma vie, à mes écrits, je ne cesserai jamais de l'en remercier. Et il y a une chose que je n'arrive pas à croire depuis les années, je parle d'elle, c'est qu'elle n'est plus de ce monde. Et parce que elle est toujours aussi présente dans mon cœur, et c'est pour ça que je sais que je la fais revivre quand les gens lisent mon livre, et je veux la faire revivre au cinéma de la même manière, parce que quel que soit notre devenir lorsqu'on a quitté notre corps, bien sûr qu'on est nourri par les pensées des autres, par les traces qu'on a laissées, les traces au fond du cœur, et tout ce qui n'a pas pu se passer. Je crois profondément que les événements qu'on n'a pas vécus, qu'on aurait tellement aimé vivre, les rencontres qu'on n'a pas faites, tout ça a un poids équivalent et parfois et souvent supérieur à tout ce qu'on a fait de notre vie. On n'est pas résumable à nos actes, à nos réussites, à nos échecs, tout ça, on est résumable à nos rêves, à ceux qu'on a réalisés et aussi à ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et je pense que ces rêves nous attendent ailleurs, et peut-être même qu'ils nous préparent la place où nous irons plus tard. C'est pour ça qu'il est absolument indispensable et vital de rêver, de travailler ses rêves. Et quand je vois aujourd'hui, que j'entends les choses terribles, comme le fait que les tout petits enfants soient exposés tant d'heures comme ça à l'écran, j'étais à un colloque à Menton avec des psychiatres qui expliquaient que ça leur casse le rêve. C'est-à-dire que les zones de rêve sont atrophiées. La bonne nouvelle, c'est que si on arrête cette exposition trop importante, ça revient tout de suite. Donc si aujourd'hui on est en danger de ne plus pouvoir rêver, que nos rêves n'aient plus les moyens de se construire, là on est foutu pour de bon. Et peut-être encore plus que par les catastrophes nucléaires et autres. Nos rêves sont nos seules armures, nos rêves sont nos seuls vrais points de signe de ralliement avec les autres, et on s'achemine là vers les 4 zéros. Je voudrais que quand arrive le 4 zéros du compte à rebours, vous soyez tous à nouveau en phase avec le rêve le plus important de votre vie, qu'il ait été réalisé ou qu'il vous attende ou qu'il soit passé. Réactivez-le, c'est votre meilleur ami, c'est votre meilleur soutien. Et c'est par lui que vous pourrez sans doute changer la face du monde. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Didier Van Coblard pour cette histoire. Et avant de conclure, je voulais vous dire 2-3 trucs. Déjà, si vous avez apprécié cette soirée, si vous avez apprécié cette expérience et que vous avez envie de découvrir d'autres histoires émouvantes, étonnantes, inspirantes comme celle-là, donc il y en a 25 autres dans le livre de la veillée, dont toutes les ventes sont reversées au Secours populaire. Et vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube de la veillée, où vous pouvez retrouver plus d'une 40aine d'histoires. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et je voudrais évidemment remercier nos narrateurs de cette soirée. Donc Bernard Werber, Adeline Dieudonné, Ernest Pignon-Ernest, Laure Nouala et Didier Van Coblard. Et je voudrais appeler sur scène mon camarade avec qui nous avons créé ces soirées, Damien Maric. Où est-il, Damien? Il arrive. Vous pouvez l'applaudir le temps qu'il arrive, il est au fond de la salle. Mon bon Damien, qui était l'homme de l'ombre, mais qui est le co-créateur de cet événement. Merci. Et Monsieur Patrick Beau, s'il vous plaît.
Merci de nous avoir reçus dans votre belle ville. Merci à Marie-Louise, merci à Claire qui a organisé ce festival. Et merci à tous ces beaux invités que nous avons eus ce soir et toutes ces belles histoires. Merci à vous.